Bonjour à tous. Euh, Écoutez, je suis très content de vous voir, de pas vous voir, mais j'aurais préféré effectivement être là en direct avec vous, notamment à Dijon, où j'avais été évidemment très bien accueilli la dernière fois. Et puis voilà, ça se fait pas. J'espère que la prochaine fois, je pourrai vous voir en vrai, et ça sera un vrai plaisir de redevenir à la SAB. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la planète Mars. Vous voyez le titre, Mars, une nouvelle histoire. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle histoire, mais ce que je voudrais vous raconter, c'est que Mars, finalement, est une planète aussi complexe, peut-être même plus que la Terre. Et aujourd'hui, on commence tout doucement à comprendre finalement qu'il existe énormément de phénomènes géologiques à la surface de la planète Mars. Non, pas seulement à la surface, mais aussi d'un point de vue géodynamique, c'est-à-dire que la planète Mars a connu des bouleversements qui ont modifié sa topographie, sa surface, mais à grande échelle. Sur Terre, vous connaissez tous la tectonique des plaques, et cette tectonique des plaques, effectivement, c'est ce qui modifie en permanence la surface de la planète Terre, et c'est ce qui fait que la surface d'aujourd'hui n'est pas du tout la même que la surface d'il y a 200 millions d'années. Euh, du coup, ça c'est quelque chose qui est effectivement important à bien comprendre. La grande différence avec la planète Mars, c'est que cette planète Mars, elle est presque figée dans le temps depuis presque 3 milliards d'années. Et certes, il se passe quand même des petites choses à la surface, mais c'est vrai que la majorité des terrains à la surface de Mars sont très très anciens. Et donc on a accès à l'histoire primitive de la planète Mars. Alors que sur Terre, comme il y a la tectonique des plaques, on n'a pas du tout ou très peu accès aux terrains très anciens. Et donc la planète Mars, c'est un excellent terrain de jeu pour essayer de comprendre justement cette période primitive qu'on connaît très peu à la surface de la planète Terre. Et donc aujourd'hui, en fait, une grande partie de ma conférence, ça sera de vous raconter un peu ce premier milliard d'années, cette période qui est finalement la plus riche d'un point de vue géologique à la surface de Mars. Et vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et on est qu'au balbutiement pour comprendre véritablement ce qui s'est passé. Il nous manque un petit peu la réalité terrain pour pouvoir véritablement aller étudier la planète Mars. Donc ça, évidemment, il va falloir aller sur place pour un jour casser les cailloux et puis les étudier, les analyser. Ça, c'est ce qui nous manque. Il faut bien réaliser quand même le travail énorme des géologues terrestres qui a été réalisé depuis plus de 2 siècles. En fait, si on connaît aussi bien la planète Terre, c'est parce qu'on a pu aller aux quatre coins du monde pour aller justement casser les cailloux. Et sur Mars, vous voyez, bien il y a quelques robots qui étudient la planète Mars, mais on est loin évidemment de pouvoir faire ce qu'on fait sur Terre. Donc voilà, donc je vais vous embarquer un petit peu dans cette histoire et vous allez voir qu'évidemment il y a quand même des belles surprises, qu'on a eu des belles surprises ces dernières années. Tout d'abord, une petite introduction sur ce qui se passe actuellement. Vous avez entendu parler des missions qui vont être lancées, mais depuis 2012, on a ce petit robot, le robot Curiosity, qui est à la surface de Mars et qui roule et roule encore, qui fait des analyses. Vous voyez les magnifiques panoramas que ce robot Curiosity nous envoie. Et vous voyez aussi, en fait, la petite montagne au centre, ici, c'est le mont Sharp, c'est le centre du cratère, puisque effectivement ce robot Curiosity s'est posé au centre de ce cratère Gale, et vous voyez au centre il y a cette espèce de montagne qui est vraiment pas commune, puisque normalement dans un cratère d'impact vous n'avez pas une montagne comme ça de 5000 mètres de haut, et donc le robot Curiosity s'est posé justement au centre de ce cratère, là dans les dunes noires, pour justement essayer de comprendre l'origine de cette montagne. Et tout doucement, le robot monte progressivement à la surface de cette montagne pour comprendre la formation. Alors, évidemment, ce robot, voilà, il n'est pas aussi efficace qu'un géologue de terrain, même s'il arrive à faire quand même des mesures in situ, ce que fait pas un géologue de terrain. Mais là, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant parce que voilà, depuis 8 ans, le robot a pu faire quelques dizaines de kilomètres et aller étudier les roches de près. Je ne vais pas vous faire l'historique de Curiosity ce soir parce que il y a beaucoup de choses à raconter, mais je vais commencer juste par cette image-là. Ça a été l'une des premières images à gauche là qui a été prise par le robot Curiosity, qui vous montre à quel point c'est important de se rendre sur place
eh bien, allez étudier les roches. Ici, à gauche, vous avez le premier conglomérat martien observé par un robot. Un conglomérat, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, vous avez l'équivalent sur Terre. C'est tout simplement des galets qui ont été transportés, qui se sont consolidés dans une matrice. Et quand un géologue voit des galets, quand il voit un conglomérat, il sait que ces galets ont été transportés par de l'eau et que par conséquent, dans le cratère Gale, eh bien, il y a fort longtemps, il y avait de l'eau liquide, il y avait des écoulements, il y avait des rivières. Et aujourd'hui, évidemment, l'objectif du planétologue qui étudie le cratère Gale, c'est d'essayer de comprendre son paléo-environnement. Et effectivement, on imagine très facilement aujourd'hui qu'il y a 3 milliards, 3,5 milliards d'années, le lac était rempli d'eau. Et donc aujourd'hui, on essaye de comprendre comment cette eau est arrivée là. Est-ce qu'elle est arrivée brusquement? Est-ce qu'elle est restée longtemps? Sous quel climat? Et vous voyez que déjà, cette première observation elle est extrêmement importante. Oui, il y a eu de l'eau liquide qui a coulé à la surface de Mars. Sauf que cette eau liquide, quand vous parlez d'eau liquide sur Terre, eh bien, l'eau liquide, on peut en avoir un peu sous tous les climats. Vous pouvez avoir de l'eau sous les glaciers en Islande, vous pouvez avoir de l'eau extrêmement forte lors de tempêtes qui tombent, je ne sais pas, par exemple sur Hawaï ou dans des zones désertiques. Vous pouvez avoir aussi de l'eau en France. Vous voyez que les climats peuvent être complètement différents et surtout les climats vont changer au cours du temps. Et donc il y a un énorme travail aujourd'hui pour les planétologues de comprendre quel a été l'environnement sur Mars, mais surtout quelle a été son évolution. Parce que ce qu'il faut vraiment bien que vous réalisez ce soir, c'est que l'eau, certainement, a été présente sur Mars pendant près d'1 milliard d'années. Et donc la planète Mars a grandement évolué pendant ce milliard d'années, et les climats également. Donc on a toute une histoire à retrouver, à retracer, et ça c'est vraiment quelque chose de compliqué, puisque évidemment, encore une fois, on n'est pas quand même sur place. Donc on fait avec ce qu'on a, et notamment, principalement quand même, les données spatiales, les orbiteurs qui tournent autour de Mars depuis déjà plusieurs décennies, et puis quelques robots qui vont se promener à la surface de Mars. Alors, juste pour commencer, pour que vous ayez un petit peu des bases de géographie martienne, si vous allez vous balader là-bas, sachez un petit peu ce qui s'y passe. Et moi, je voudrais surtout ce soir vous parler des grandes formations et essayer de vous faire un panorama de comment s'est construit la planète Mars et d'essayer de retracer cette histoire géologique. J'espère que parmi vous, vous avez été nombreux à observer la planète Mars cet automne, parce qu'effectivement, elle a été extraordinaire. Vous avez vu des images passer certainement superbes. Et quand on l'observe au télescope, on devine quand même déjà une diversité des terrains géologiques. Ici, sur cette carte-là, vous voyez ce qu'on appelle la topographie martienne. C'est-à-dire que vous allez voir le relief à la surface de Mars. En bleu, vous avez les terrains qui sont les plus bas, avec une altitude moyenne de moins 3 km sous le niveau moyen. Et en rouge, vous avez les altitudes moyennes autour de 3 km d'altitude. Et vous voyez que la première chose qui marque quand vous regardez la planète Mars, c'est cette fameuse dichotomie martienne entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Cette dichotomie martienne, c'est vraiment voilà, cette différence entre ces deux terrains. Vous voyez par conséquent également que dans l'hémisphère nord, vous avez peu de cratères d'impact. Dans l'hémisphère sud, vous avez beaucoup de cratères d'impact. Ça, peut-être que vous le savez déjà, mais une surface qui est très cratérisée, c'est une surface qui est très vieille. Et donc, par conséquent, si on veut avoir accès aux terrains très anciens à la surface de Mars, il faut vous rendre dans les terrains de l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère nord, effectivement, vous allez avoir des terrains beaucoup plus récents. Et donc, ce qui nous intéresse quand même, c'est effectivement ce qui se passe sur ces terrains de l'hémisphère sud. Vous voyez que dans ces terrains de l'hémisphère sud, vous avez aussi des formations qui sont quand même plus ou moins importantes. Déjà, Hélas, le bassin d'impact Hélas, c'est l'un des plus grands bassins d'impact dans le système solaire qui fait 2500 km de diamètre. Donc, très gros bassin d'impact dans ces terrains. Vous voyez le bassin Argyre qui est un peu plus petit. Et puis surtout, vous voyez ce grand dôme de Tharsis, la région de Tharsis, qui est la plus grande province volcanique du système solaire et dont on va parler beaucoup durant cette présentation parce qu'il a un rôle très important dans l'histoire géologique de la planète Mars. Donc voilà un petit peu pour les grandes formations. Rappelez-vous, ce soir, on va parler surtout de dichotomie, d'Hélas, de Tharsis, puis bien d'autres choses à la surface. Mais évidemment, ces formations ont un rôle très important dans l'histoire de la planète Mars. Alors quand on parle d'une planète, on parle de la
formation de la planète. Déjà, vous le savez, sur Terre, eh bien, la Terre, le début de la formation a été daté il y a 4,56 milliards d'années. Mais attention, une planète, ça ne se forme pas comme ça en quelques centaines de milliers d'années. La Terre, la planète Mars, la planète Vénus, toutes les planètes vont mettre quelques dizaines de millions d'années à se former. Entre 50 et 100 millions d'années. La formation d'une planète, c'est quelque chose de brutal. Vous allez avoir des milliards et des milliards de tonnes par seconde qui vont s'accumuler pour grossir et former la protoplanète, qui en général va avoir un premier stade de fusion, en fait, une grosse boule en fusion, liée notamment à la chaleur d'accrétion et à la radioactivité interne, qui va faire que justement cette planète est entièrement en fusion. Les premiers instants d'une planète, ça va être caractérisé par cette fusion qui va être extrêmement importante parce que c'est ce qui va faire la structure même de la planète. Et que ça soit la planète Terre ou la planète Mars, vous allez avoir ce phénomène de différenciation qui va se mettre en place très rapidement au moment de la formation. Ce phénomène de différenciation, imaginez-vous, vous avez une grande boule en fusion et vous allez avoir des liquides qui vont avoir des densités différentes. Les liquides les plus riches en fer vont couler au cœur de la planète. Alors à ce moment-là, on va former le noyau. Et puis, les liquides un peu moins denses vont former le manteau. Et encore moins dense, vous allez former la croûte. Et donc, effectivement, en quelques dizaines de millions d'années, vous formez la planète et vous allez avoir ce phénomène de différenciation. Et donc, à force, évidemment, la planète va se refroidir et vous allez commencer à avoir une planète solide sur laquelle vous allez avoir finalement une toute petite couche, cette croûte, qui est notre témoin à la surface. Les géologues s'intéressent principalement à la surface, même si on a envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez entendu parler du sismomètre InSight qui attend justement des impacts, des tremblements de terre pour essayer de sonder l'intérieur de la planète Mars. Toujours est-il que donc vous avez cette coquille qui se forme. Et sur Mars, cette coquille, je vous l'ai dit, vous avez cette fameuse dichotomie. Cette fameuse dichotomie martienne, elle est vraiment énigmatique, puisque pour l'instant, on ne comprend pas encore l'origine de cette différence nord-sud. Pour la simplifier, cette dichotomie, vous le voyez, si j'avais un moyen de couper la planète Mars entre deux, j'aurais cette image à droite avec une croûte très épaisse dans l'hémisphère sud et une croûte très fine dans l'hémisphère nord. Donc ça, vous voyez, cette marche d'escalier entre le bleu et l'orange, c'est cette fameuse dichotomie. Alors, il y a des hypothèses. Cette dichotomie, elle a été découverte depuis plusieurs décennies et évidemment, de nombreux scientifiques se sont attachés à essayer de comprendre ce phénomène. Alors, deux grandes écoles principalement. La première école, dont vous avez certainement entendu parler, c'est qu'au moment de la planète Mars, vous aviez une croûte finalement assez homogène à la surface de la planète Mars et on a eu un impact géant à la surface de Mars qui aurait finalement complètement décapuchonné la planète Mars. Alors, depuis une minute, il y a un écho, tu n'aurais pas le son sur deux ordinateurs. Non. Je suis bien gêné. Alors, attendez, excusez-moi. L'écho depuis une minute, j'ai rien fait de spécial depuis une minute. Excusez-moi, je sais pas trop, j'ai pas... Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Je continue, Vincent? Excusez-moi, j'attends les instructions. Apparemment, vous avez un écho, mais j'ai rien de particulier. Le son de haut-parleur qui revient. Non, il n'y a rien de tout ça. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez mieux comme ça? 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Ah bon bah voilà, ok. Bon bah je continue alors. Je continue. Donc sur effectivement donc cette origine de la dichotomie, je baisse le son, voilà, hop là, ça a l'air d'être bon comme ça. Et donc du coup effectivement à la première hypothèse, cet impact géant qui a finalement voilà, décapuchonné la planète Mars. Autre hypothèse qui est importante dans la communauté, eh bien, c'est imaginez-vous une planète Mars avec une croûte très fine, et puis pour une quelconque raison, vous avez eu un volcanisme de point chaud qui a en fait créé une coquille dans l'hémisphère sud qui aurait recouvert plus de la moitié de la surface de la planète Mars. Donc vous voyez, ces deux hypothèses, elles sont relativement fortes. On n'a pas forcément les preuves finalement de cet impact géant ou encore de ce volcanisme de point chaud. Ce qui est sûr, c'est que le volcanisme de point chaud, comme ça, avec des écoulements basaltiques, ça pourrait exister. On peut prendre l'exemple des trappes de Sibérie, par exemple, où vous avez sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France, eh bien, des écoulements de lave qui se sont accumulés sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la preuve de tout ça. Et donc effectivement, ces dernières années, de mon côté, je me suis posé cette question quand même, comment on pouvait avancer sur cette question de la dichotomie. Et quand vous regardez sur cette carte, eh bien on se rend compte quand même que cette dichotomie, elle est quand même très influencée par le bassin d'impact Hélas, et puis naturellement le dôme volcanique de Tarsis. Le dôme volcanique de Tarsis, on peut presque le retirer de la dichotomie parce qu'elle est finalement centrée sur Mars, un peu à cheval entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Par contre, le bassin d'impact, il est extrêmement important, le bassin d'Hélas. Si vous regardez sur la carte en bas, vous avez la carte de l'épaisseur crustale. Vous voyez qu'en rouge, vous allez avoir des épaisseurs de croûte de 60 km, voire même en blanc, 60-70 km d'épaisseur, et puis en vert bleu, une croûte qui va plutôt être autour de 20-30 km d'épaisseur. Donc cette dichotomie qu'on observe, elle existe également dans l'épaisseur crustale. Une croûte très fine dans l'hémisphère sud, une croûte très épaisse dans l'hémisphère sud. Et donc la grande question, c'est comment on a formé une croûte épaisse dans l'hémisphère sud. Et si vous regardez bien sur l'image du bas, vous voyez un anneau blanc autour du bassin d'Hélas qui montre qu'il y a eu un épaississement crustal lié à la formation du bassin d'impact. C'est-à-dire que vous avez formé un bassin et sur les côtés, eh bien, vous avez eu un épaississement crustal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les terrains de l'hémisphère sud, vous avez une grosse partie de la topographie martienne qui est liée à la formation du bassin d'Hélas. Et ça veut dire que dans ces terrains qui semblent très homogènes en rouge dans l'hémisphère sud, eh bien vous avez une partie non négligeable qui est liée à la formation du bassin d'Hélas. Et donc effectivement, avec mes petits camarades américains, français, on s'est dit, on va essayer de retracer de voir à quoi ressemblait la planète Mars avant la formation des édifices volcaniques comme Tarsis et la formation des édifices d'impact comme Hélas ou Argir. Et donc on va retirer artificiellement de finalement l'épaisseur crustale le dôme de tous les bassins d'impact et tous les dômes volcaniques. Et donc ça c'est ce qu'on sait faire en fait. Pour enlever les volcans, on a fait ça assez simplement. On a coupé les volcans dans la topographie, on a pris l'épaisseur crustale qu'il y avait autour. Et puis pour les bassins d'impact, on a fait quelque chose de simple. En fait, on a rempli le trou en conservant la masse sur la croûte et on a essayé de calculer une épaisseur crustale pour avoir une conservation de masse pour après avoir renfloué le trou. Et donc, grâce à ça, ça nous permet d'enlever, de remettre artificiellement finalement et de retrouver l'épaisseur de croûte originelle avant la formation des bassins d'impact et avant la formation des bassins. Et donc, vous le voyez sur cette image, et ben regardez, au fur et à mesure, j'espère que vous voyez bien l'animation, je retire artificiellement tous les bassins d'impact, toutes les formations, le dôme de Tarsis, voilà, le dôme de Tarsis, ici, hop, j'enlève le bassin, etc. Et vous voyez, on fait ce petit jeu et on regarde ce qui reste. Et quelle a été la surprise en fait de cette étude? Eh bien, voilà, donc ici vous retrouvez cette étude là qui est sortie en début d'année. Dans l'hémisphère, dans les figures en haut, vous avez les mêmes figures de l'épaisseur crustale actuelle. Hein, vous voyez cette dichotomie nord-sud. Et dans les figures avant,
eh bien, dans les figures en bas, c'est l'épaisseur crustale avant les bassins d'impact et avant les volcans. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la dichotomie, elle existe encore, mais elle est très atténuée. Vous voyez que le rouge très foncé, par exemple, au niveau des laces, il est devenu un rouge très clair. Et la seule région, il y a une région sur Mars qui est restée très foncée dans ces terrains d'hémisphère sud. Vous voyez ce bloc central qu'on appelle Terra Cimmeria Sirenum. Eh bien, en fait, il se fait que caché dans ces terrains d'hémisphère sud, si vous enlevez les bassins d'impact, il y a un bloc crustal qui est caché, qui, avant la formation des bassins, avant la formation des volcans, eh bien, ce bloc crustal qui était très épais, autour de 55 km d'épaisseur. Vous allez me dire, et alors qu'est-ce que c'est que ce bloc crustal? Imaginez-vous donc une planète où finalement vous aviez certainement un relief assez bas et à un moment donné un grand bloc avec finalement des reliefs assez élevés. Et en fait, on a regardé un petit peu les caractéristiques de ce bloc et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Eh bien, c'est que ce bloc crustal était totalement corrélé. Vous le voyez ici aux endroits où on observe de très très fortes anomalies magnétiques qui ont été mesurées et également des anomalies géochimiques, notamment riches en potassium et en thorium. Le fait de voir ces anomalies, ça c'était des anomalies qu'on ne comprenait pas auparavant, et en fait, tout laisse penser que ce bloc crustal de Terra Cimmeria Sirenum a toutes les caractéristiques d'un continent terrestre. Vous le savez, sur Terre, vous avez la croûte océanique et la croûte continentale. Eh bien, ce bloc pourrait ressembler tout à fait à ce qu'on a sur nos continents, avec effectivement des roches qui vont être notamment riches en potassium, qui vont être un peu l'équivalent de nos granites terrestres, et puis surtout avec ces anomalies magnétiques très fortes qui sont mesurées notamment dans nos cratons terrestres, dans ces parties de continents terrestres qui sont très très anciens. Donc ça, c'est quelque chose qui bouleverse grandement la vision de la dichotomie. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est certainement beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait auparavant. Non seulement, eh bien, on a cette dichotomie, mais à l'intérieur de cette dichotomie, il y a des blocs crustaux. Et là, la grande question, c'est comment se forment ces blocs crustaux? Donc là, nous avons un étudiant en thèse qui vient de commencer sa thèse sur ce bloc crustal pour essayer de comprendre comment il s'est formé et est-ce qu'on peut avoir des processus qui sont assez proches de ceux de la planète Terre. Alors évidemment, quand je vous parle continent sur Terre, vous allez tout de suite pour me dire ah oui, c'est la tectonique des plaques. Mais attention, la tectonique des plaques, elle n'a pas toujours existé sur Terre. On pense que sur Terre, elle est apparue il y a à peu près 3 milliards d'années. Et en fait, pendant le premier milliard d'années sur Terre, il n'y avait certainement pas de tectonique des plaques. Et pourtant, on avait la formation de continents à la surface de la Terre. Il y a d'autres processus pour former des continents, notamment ce qu'on appelle la tectonique verticale, où vous allez finalement mixer un peu la croûte par des contrastes de température, de densité dans la croûte, et vous allez être capable aussi de former une croûte continentale. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais sachez quand même que déjà, on ouvre une nouvelle porte, c'est-à-dire que là, on est avant la formation des bassins d'impact, avant la formation des édifices volcaniques. Donc on est autour de 4,2, 4,3 milliards d'années, une période qui était pour l'instant complètement inexploitée, vraiment méconnue. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une histoire, avant toute l'histoire qu'on vous raconte généralement, où on vous parle de rivières sur Mars, etc., qui sont déjà très loin. Mais il se passe déjà des choses à la surface de la planète Mars. Donc vous avez la formation de ce continent, et puis vous avez la formation par la suite des grands bassins d'impact, et nous voilà autour de 3,8 milliards d'années, 3,9 milliards d'années, avec cette croûte martienne qui nous semble aujourd'hui homogène, mais qui ne l'est pas du tout. Alors aujourd'hui, effectivement, hein, quand on regarde finalement la minéralogie, puisqu'on est capable d'avoir la minéralogie de surface à la surface de Mars, eh bien à la surface, on trouve principalement des roches qui ressemblent à nos basaltes terrestres, qui n'est pas forcément représentatif de toute la croûte. La croûte est certainement beaucoup plus complexe que ce que l'on observe à la surface. Nos basaltes terrestres, c'est ce qu'on voit finalement dans nos météorites. En fait, les météorites martiennes qui arrivent sur Terre sont très ressemblantes à nos basaltes terrestres. Et donc effectivement, sur cette croûte, sur cette couche de surface, on observe énormément de roches volcaniques. On observe aussi, je vous ai dit, hein, autour de 3,8, 3,9 milliards d'années, eh bien, cette planète Mars devait être beaucoup plus active d'un point de vue atmosphérique, hein, avec une pression atmosphérique beaucoup plus importante, la présence d'eau liquide, et effectivement, la grande question, comment on sait tout ça, finalement, qu'il y avait beaucoup d'eau liquide durant cette période-là? Eh bien, encore une fois, grâce à la minéralogie.
Ici, sur cette figure du haut, hein, vous retrouvez la planète Mars. Ici, en orange, vous avez là à gauche, vous avez les dômes de Tharsis. Ici, vous allez avoir le bassin d'Hélas. Et les couleurs, ça vous indique la poussière. Globalement, là où c'est orange, il y a beaucoup de poussière. Et là où c'est bleu, c'est là où il y a peu de poussière. Mais ce qui nous intéresse, c'est tous les petits points rouges. Ces petits points rouges, c'est ce qui, c'est depuis à peu près une quinzaine d'années, c'est là où on a découvert ce qu'on appelle des minéraux hydratés. Et effectivement, parmi les minéraux hydratés que vous allez connaître certainement, il y a ce qu'on appelle les phyllosilicates, des minéraux en feuillet. Philo, c'est la feuille, hein, ce sont des minéraux en feuillet. Et dans ces phyllosilicates, ce que vous connaissez, ce sont les argiles. L'argile, hein, vous le connaissez tous, par exemple la smectite, le fameux smecta. Et cette argile, en général, eh bien, on l'interprète comme le résultat de l'altération du basalte. Ça veut dire que vous aviez une surface de la planète Mars qui était recouverte de lave, et en fait, pendant cette période-là, il y a eu énormément d'eau liquide qui a coulé, qui a altéré le basalte en argile. Et ça, c'est ce qu'aujourd'hui tous les géologues essayent de comprendre, c'est les différents types d'argile, comment ça s'est formé, qu'est-ce que ça montre, mais ça montre en tout cas qu'il y a eu beaucoup d'eau à cette époque à la surface de la planète Mars. Et effectivement, ces argiles, hein, on en trouve un petit peu partout. Par exemple, ici, vous avez en haut à droite, vous avez une image avec un cratère. Vous voyez des points bleus tout autour du cratère. Tous ces points bleus, c'est là où on a trouvé ces fameux phyllosilicates. Et où est-ce qu'ils sont? Eh bien, ils sont dans les ejecta du cratère. Ça veut dire qu'en fait, ces minéraux étaient enfouis en profondeur et ils ont été excavés au moment de la formation du cratère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des phyllosilicates, des argiles, il y en avait en profondeur. Ça veut dire que l'eau s'est infiltrée aussi en profondeur et donc a altéré les roches jusqu'à très profond. Donc il devait y avoir beaucoup d'eau durant cette période. Et puis à un moment donné, et ça, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner la solution parce qu'on ne l'a pas vraiment totalement. Autour de 3,7 milliards d'années, la pression atmosphérique a certainement commencé à diminuer. Et en faisant baisser la pression atmosphérique, eh bien, une partie de l'eau liquide a certainement disparu. Il faut le savoir aujourd'hui, hein, la pression atmosphérique de la planète Mars est environ 6 millibars. Vous voyez, 6 millibars, c'est la pression atmosphérique du point triple de l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ce diagramme, mais ici, en abscisse, vous avez la température, en ordonnée, vous avez la pression atmosphérique. Vous voyez que sur Terre, à une atmosphère, jusqu'à 0 degré, vous avez de la glace, de 1 à 100, vous avez de l'eau liquide, et au-dessus de 100, vous avez du gaz. Et bien sur Mars aujourd'hui, la pression atmosphérique étant de 6 millibars, vous ne pouvez pas avoir d'eau liquide. Et donc, vous allez passer directement du solide au gaz. C'est pour ça que si vous allez sur Mars, si vous n'avez pas de combinaison, eh bien toute l'eau dans votre corps, elle va commencer à bouillir, et puis vous n'allez plus être en très bon état. Mais donc, au moment où, autour de 3,7 milliards d'années, où la pression atmosphérique commence à chuter, eh bien, naturellement, on va certainement déstabiliser un peu l'eau et on va perdre une partie de l'eau liquide. Et donc, le fait que cette eau liquide disparaisse, hein, notamment cette disparition de l'atmosphère, eh bien, on essaye de la comprendre. Pour essayer de comprendre cette disparition de l'atmosphère, il y a une explication plutôt pas mal. C'est le fait que le champ magnétique martien, eh bien, disparaisse. Aujourd'hui, il n'y a plus de champ magnétique sur la planète Mars. Mais quand on étudie les roches, je vous l'ai montré tout à l'heure, on sait que les roches martiennes ont enregistré les traces d'un ancien champ magnétique. Et globalement, en étudiant les roches, vous voyez que les roches de plus vieux que 3,7 milliards d'années ont enregistré le champ magnétique et après, il disparaît. Et donc, autour de 3,7 milliards d'années, ce champ magnétique disparaît. Et s'il disparaît, eh bien, l'atmosphère n'est plus protégée, notamment du vent solaire. Et c'est ce qui a été notamment montré par la sonde Maven. Je vais mettre cette petite vidéo où effectivement Maven a montré très clairement que en fait il pouvait y avoir une interaction entre le vent solaire et l'atmosphère martienne, et donc effectivement elle a montré que ce vent solaire pouvait interagir avec cette atmosphère et va complètement en partie souffler cette atmosphère. Même encore aujourd'hui, une partie de cette atmosphère est soufflée et va partir dans l'espace. Donc voilà peut-être ce qui s'est passé il y a 3,7 milliards d'années. Avec cette disparition du champ magnétique, eh bien on a eu certainement une lente érosion de l'atmosphère de la planète Mars. À cette période-là, il va y avoir notamment aussi une acidification de l'atmosphère par du volcanisme.
C'est durant cette période, entre 3,8 milliards et 3,8 milliards d'années et 3,5 milliards d'années, que vous allez avoir notamment la formation de ce dôme de Tharsis. Ce fameux dôme de Tharsis gigantesque, hein, qui est vraiment le plus gros édifice volcanique du système solaire, qui fait 5000 km de diamètre, 12 km d'épaisseur en moyenne, une masse d'1 milliard de tonnes, hein, donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, qu'on ne connaît pas sur Terre. Qu'on ne connaît pas sur Terre parce que justement il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars, et donc ce fameux point chaud qu'on pense exister et qui va être à l'origine de ce dôme de Tharsis va venir accumuler de la lave pendant des centaines de millions d'années à la surface de la planète Mars. Souvent, on vous dit que le dôme, le volcan le plus haut du système solaire, le plus grand, c'est le dôme de le mont Olympe. Le mont Olympus, c'est cette tache blanche, vous voyez, en haut à droite du cercle. Ça, c'est le mont Olympus. Mais le dôme de Tharsis, eh bien, vous voyez, il est beaucoup plus grand. Les volcans de Tharsis, c'est finalement des toutes petites verrues à la surface de ce dôme gigantesque. Et donc j'en viens justement aux conséquences de la formation du dôme de Tharsis. Imaginez pendant plusieurs centaines de millions d'années, à cette période-là, eh bien, on sait qu'il existe certainement aussi de l'eau liquide. Vous allez avoir la cohabitation, beaucoup d'eau liquide, de volcanisme très intense et des épanchements de lave qui vont durer pendant très longtemps. La formation de ce dôme lié à la masse va avoir des conséquences phénoménales sur la planète. Et notamment, eh bien, cette conséquence-là. En fait, voilà, ici, vous retrouvez la planète Mars avec la dichotomie nord-sud avant la formation du dôme de Tharsis. Et il se fait qu'en fait, le dôme de Tharsis, à un moment donné, s'est formé. Et en fait, le fait d'avoir cette masse d'1 milliard de tonnes qui se forme sur la planète Mars va complètement bouger et faire évoluer et faire basculer la planète Mars. En fait, comme vous allez avoir un excédent de masse ici, et comme la planète Mars va tourner, elle tourne sur elle-même, eh bien, le dôme de Tharsis va être attiré sur l'équateur pour équilibrer tout le système. Et donc, on va avoir un véritable basculement de la planète Mars. Alors attention, hein, c'est pas l'axe de rotation qui va bouger, c'est la planète entière qui va tourner autour de l'axe de rotation. Un peu comme la chair d'abricot qui tourne autour d'un noyau. Et donc voilà, vous allez avoir, voyez, une évolution très brutale qui va certainement se faire quand même en quelques dizaines de millions d'années, où vous allez avoir la planète Mars qui va basculer totalement. Imaginez, c'est comme si aujourd'hui on avait un dôme volcanique qui se formait par exemple au Canada. Excusez-moi. Excusez-moi. Imaginez-vous un dôme volcanique qui se forme au Canada, et d'un coup la planète Terre qui bascule, que le Canada se retrouve à l'équateur, que l'Islande se retrouve au pôle Nord et que la France se retrouve au niveau de l'Islande. Et bien évidemment, ça va changer le climat, ça va changer plein de choses, notamment la topographie, la géographie martienne. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé. Alors comment on a mis ça en évidence ? Et bien notamment grâce aux rivières martiennes. Parce qu'à cette époque-là, au même moment que de la formation du dôme de Tharsis, il y a de nombreuses rivières qui se forment avec énormément d'érosion. Sachez qu'il y a plus de 400 000 km de rivières qui ont été cartographiées à la surface de Mars. Ils n'ont pas été cartographiés n'importe où. Voilà, vous voyez une carte de la planète Mars. Vous retrouvez ici à gauche le dôme de Tharsis, le bassin d'Hélas. Et tout ce que vous trouvez ici en rouge, la cartographie en rouge dans cette bande verte, eh bien ce sont les fameuses rivières martiennes. Jusqu'à il y a peu de temps, on ne comprenait pas pourquoi il y avait une distribution de rivières comme ça. Vous le voyez un peu à toutes les latitudes. Il y a certains endroits où on ne voit pas de rivières. Et donc on n'arrivait pas à comprendre. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, ces rivières ne sont pas distribuées n'importe comment. Elles suivent un petit cercle. Imaginez-vous une sphère, un petit cercle qui n'est pas parallèle à l'équateur. Et en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait trouver une position de la planète Mars pour lequel ce petit cercle, eh bien, devienne une bande tropicale ? Et en fait, ça vient de ce basculement. Les géophysiciens, depuis plusieurs années, avaient déjà démontré que si vous enleviez la planète Mars se réorientait différemment, hop, et donc les pôles nord et les pôles sud étaient différents. Et donc, avant le basculement, eh bien, les rivières, en fait, étaient distribuées sur une bande tropicale. Et ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait ? En fait, le fait que ces rivières se trouvent sur une bande tropicale, c'est beaucoup plus simple à expliquer et notamment à comprendre d'où elles viennent.
Et effectivement, on a travaillé notamment avec les collègues du laboratoire de météorologie dynamique. Et en fait, au début, ils se sont dit, bon, pour former des rivières, il faut qu'on fasse pleuvoir dans un climat chaud et humide. Et vous voyez ici sur ce diagramme, eh bien, vous voyez là où c'est rouge, c'est là où il pleut beaucoup. Et là où c'est rouge, vous voyez que ça ne colle pas du tout à la distribution des rivières que vous avez en haut. Et donc on a conclu qu'un climat chaud et humide, notamment pour ces rivières, ne permettait pas d'expliquer justement la formation de ces vallées fluviales. Et donc en fait, les climatologues se sont dit, tiens, si on essayait plutôt un climat froid. Et effectivement, un climat froid, vous le voyez ici, eh bien dans un climat froid, vous allez avoir l'accumulation de glace. Et cette accumulation de glace ne va pas se faire n'importe comment, elle va se faire principalement sur cette bande tropicale entre l'équateur et moins 30 degrés sud. Exactement l'organisation de cette bande tropicale avant le basculement de la planète Mars. Donc vous voyez que ce basculement a été une clé pour comprendre justement la distribution des réseaux de rivières sur Mars. Et donc voilà à quoi pourrait ressembler Mars il y a à peu près 3,7 milliards d'années, où vous avez dans l'hémisphère nord les volcans du dôme de Tarsis qui sont en train de pousser, et puis ici sur une bande tropicale sud, des glaciers dans les hautes altitudes qui vont être à l'origine la source des rivières martiennes. Et en effet, récemment, il y a eu un doctorant de notre laboratoire, Axel Bocchetti, qui a montré que dans ces bandes de glace, dans cette bande de glace théorique, eh bien, on trouvait l'équivalent de nos vallées glaciaires, en fait, des vallées glaciaires très anciennes, qui étaient certainement les sources des rivières martiennes. Donc voilà une des hypothèses aujourd'hui. Évidemment, tout ça reste, on continue à travailler parce qu'il y a énormément de choses à démontrer et à comprendre. Encore une fois, on est très ponctuel dans le temps, mais tout ça a évolué. Il faut bien imaginer que non seulement, ok, la planète Mars bascule, mais vous allez avoir l'obliquité de la planète Mars qui va aussi évoluer. Donc vous allez avoir des changements climatiques à plus petite longueur d'onde. Donc voilà, pour récapituler cette histoire, vous voyez que donc avant 4 milliards d'années, on a une dichotomie martienne qui à peu près suit l'équateur. Autour de entre moins 4 et moins 3,5 milliards d'années, vous allez avoir la formation d'une bande de glace avec les rivières qui vont se former. Pendant cette formation des rivières, vous avez le dôme de Tarsis qui est contemporain. Et à un moment donné, le dôme de Tarsis devient tellement important qu'il va faire basculer la planète Mars, faisant que les rivières ne soient plus parallèles à l'équateur martien. Donc vous voyez que déjà, ce basculement de Mars a joué vraiment un rôle très important et donc a modifié considérablement la géographie et la topographie martienne. Mais le dôme de Tarsis, il est encore certainement plus important. Parce que ce dôme de Tarsis, vous imaginez bien, 1 milliard de tonnes qu'on pose sur une croûte, ça déforme forcément la croûte. Cette croûte qui est certainement à la base très riche en glace et en eau. Si vous avez une grosse masse comme ça que vous appuyez, imaginez-vous, vous mettez sur votre lit, vous allez déformer votre lit. C'est ce qui s'est passé certainement avec le dôme de Tarsis. Et récemment, grâce au financement de l'Agence nationale pour la recherche, j'ai pu acheter une éponge rouge Spontex, et vous voyez, j'ai voulu modéliser cette croûte de glace, donc j'avais saturé l'éponge rouge d'eau, là on a effectivement une croûte, imaginez-vous une croûte saturée en eau. Je suis allé chercher du sable rouge de Merzouga pour représenter finalement la croûte martienne. Donc on essaye de faire les choses bien, mais merci la NR. Et donc à partir de ça, je vais essayer de modéliser la formation du dôme de Tarsis sur cette croûte. Pour ça, je suis allé chercher un morceau de lave à Hawaï, et ce morceau de lave, je vais le déposer sur mon éponge. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous allez le voir. J'espère que vous allez être époustouflés par cette manip scientifique. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La science française avance, vous voyez. J'espère que évidemment vous souriez, mais cette petite expérience montre qu'au moment où on a pressé l'éponge, vous avez vu qu'il y a eu de l'eau qui est partie sur les côtés comme ça radialement. Imaginez-vous qu'à l'époque vous aviez des aquifères profonds, riches en eau, et que ce dôme volcanique a appuyé, a certainement déstabilisé ces aquifères. Et en déstabilisant ces aquifères, l'eau est sortie, formant alors les fameuses vallées de débâcle. Vous avez certainement entendu parler de ces vallées de débâcle qui sont tout autour du dôme de Tarsis.
ce dôme de Tharsis, vous voyez ici sur les côtés, tout ce qui est cartographié en rouge, eh bien ce sont des vallées de débâcle. Ce sont de grandes vallées qui ont été creusées par l'eau très rapidement avec des débits considérables. Effectivement, hein, voilà un peu des zooms de ces fameuses vallées de débat qui mesurent plusieurs milliers de kilomètres de long, plusieurs dizaines de kilomètres de large, et dont les débits sont estimés à plus de 100 millions de mètres cubes par seconde. Et imaginez, si vous comparez à l'Amazone, c'est 370 000 mètres cubes par seconde, donc c'est ridicule. Donc là, vous avez une libération brutale d'eau, certainement liée à la formation du dôme de Tharsis. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très important parce que ça, là, on est autour de 3,2-3 milliards d'années. On a encore de l'eau liquide qui coule en grande quantité et qui vient couler. Et où est-ce qu'elles vont couler? Finalement, elles vont venir s'écouler des sources de l'hémisphère sud pour aller se retrouver dans l'hémisphère nord. Et dans cet hémisphère nord, eh bien, naturellement, quand vous avez de telles quantités qui vont être libérées, on pense que à cette époque-là, encore il y a 3 milliards d'années, il pourrait y avoir un océan tardif d'eau. Alors peut-être, on a encore du mal à connaître le climat à cette période-là, mais autour de 3 milliards d'années, on devait encore avoir un océan d'eau liquide ou peut-être de glace. Et comment on sait qu'il y a eu un océan à cette époque-là? Eh bien, dites-vous qu'à cette époque, il y a encore des impacts. Et quand vous avez un impact dans un océan, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça forme un tsunami. Ces tsunamis, il y a encore quelques années, eh bien, certains scientifiques disaient qu'au bord de la dichotomie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, eh bien, sur le bord, on voyait des dépôts un peu bizarres. Vous voyez, ces espèces de coulées, là, de coulées de boue un peu lobées. Et ça a été, on a commencé à les interpréter comme des traces de tsunami. Vous allez pouvoir me dire, mais bon, ces coulées, ça pourrait être des traces de boue, des traces de volcaniques, bref, pas forcément des tsunamis. Et en fait, récemment, l'équipe notamment menée par François Cottard a modélisé la formation d'un tsunami lié à un impact dans un océan d'eau liquide dans l'hémisphère nord et a regardé en fait comment se propageaient les vagues dans cet océan. Et ils ont observé que ces vagues-là, indiquées en rouge, hein, vous voyez cette onde qui se propage, eh bien, vont toucher les terres de l'hémisphère sud et rentrer dans ces grandes vallées. Et vous voyez, ici, on va avoir des coulées qui vont rentrer dans ces grandes vallées à la transition hémisphère nord, hémisphère sud. Et François Cottard a regardé dans ces vallées, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé cette magnifique image. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de magnifique dans cette image? Eh bien, en fait, si vous faites attention, vous avez sur les côtés, là, vous allez avoir des plateaux, vous voyez des morceaux de plateaux, et puis au centre, vous avez une espèce de coulée de boue. Et vous voyez qu'il y a des coulées de boue qui ont des espèces de lobes. Et si vous regardez sur celui-là, sur celui qui est à l'interaction, vous voyez une coulée de boue qui en fait était dans la vallée et remonte sur le plateau. Imaginez-vous, vous avez une coulée de boue, d'un coup elle rencontre une falaise, et là la coulée de boue va se dire tiens, je monte sur le plateau. En fait, c'est pas simple. Normalement, une coulée de boue, ça va du haut vers le bas. Ça va pas du bas vers le haut. Et pour finalement interpréter ça, eh bien, la seule solution, c'est d'avoir quelque chose de suffisamment énergétique pour remonter les pentes et pour à ce moment-là retrouver sur le plateau. Et donc cette coulée-là, qui est à peu près datée autour de 3 milliards d'années, montre bel et bien, qu'il y avait des tsunamis, qu'il y avait donc certainement un océan d'eau liquide encore il y a 3 milliards d'années. Et puis après 3 milliards d'années, force est de constater que la planète Mars va changer, hein, et véritablement l'atmosphère a quasiment disparu, hein, elle est certainement un peu comme celle d'aujourd'hui. Il va y avoir encore quand même des écoulements de liquide de ci de là, peut-être liés au volcanisme, on voit des traces, mais la surface de la planète Mars évolue finalement très très peu, et gardez vraiment ça à l'esprit que tout ce qu'on voit, tous ces terrains de l'hémisphère sud sont vraiment l'épreuve de cette activité très, très intense durant ce premier milliard d'années, et qu'après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il se passe beaucoup moins de choses. Il y a encore un peu d'érosion, notamment par ce qu'on appelle des ravines, des gueulises qui vont être liées à des écoulements saisonniers à la surface de Mars. Mais c'est vrai qu'on est sur une planète qui se meurt tout doucement, même si encore récemment, hein, vous le voyez ici par le petit robot Phoenix, en creusant un petit peu, on sait qu'il y a encore de l'eau, hein. Là, vous avez une
une carte qui vous montre la fraction de glace d'eau dans le premier mètre de la planète Mars, et vous voyez que de l'eau, eh bien, il y en a quand même beaucoup. Beaucoup au niveau des pôles, à plus de 60 degrés nord et 60 degrés sud, et puis vous allez pouvoir avoir trouvé encore des concentrations d'eau un peu à l'équateur sur des patchs. Donc si vous creusez, eh bien voilà, on peut trouver, vous le voyez ici, le petit robot Phoenix à retrouver eh bien, ces petits dépôts. Donc voilà, peut-être pour les futures missions, éventuellement, ça peut être effectivement utile. Toujours est-il que voilà, je voulais vous montrer vraiment par cette conférence à quel point on commence tout doucement à comprendre un peu l'histoire géologique de Mars. Évidemment, l'histoire elle est encore bien plus complexe que ce que je vous ai raconté. Il y a certainement encore beaucoup plus d'étapes, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement la planète Mars qu'on pensait un petit peu, voilà, comme un astre qui finalement n'avait pas changé beaucoup d'image depuis 4 milliards d'années, on se rend compte qu'elle a évolué géodynamiquement parlant, climatiquement parlant, et donc il s'est passé énormément de choses, et finalement ça nous fait penser un peu à notre planète Terre. Il s'est passé énormément de choses, donc à nous de les comprendre, à nous de retracer tout ça, et c'est pour ça que évidemment on va continuer l'exploration, notamment par l'arrivée de ces robots, hein. Rendez-vous le 18 février prochain avec l'arrivée du robot Persévérance. Ça va être quand même un événement très important. Le robot Persévérance va se poser sur un petit delta qu'on appelle G0, donc il va aller étudier ce delta, ces dépôts qui ont été transportés par l'eau, donc ça va être évidemment extrêmement intéressant. Et puis en 2022, ExoMars qui va être envoyé. Donc vous savez, hein, ExoMars devait partir cette année, et puis il a eu des petits problèmes. Et donc son départ a été repoussé. Et donc normalement en 2022, il devrait se poser dans une zone qu'on appelle Oxia Planum. Et pour la première fois, il devrait être capable de forer à plus de 2 mètres de profondeur pour aller chercher des échantillons qui ne sont pas exposés aux rayons UV, aux rayons solaires. Et donc ça, on va peut-être avoir encore de belles surprises. Naturellement, aujourd'hui, on essaye de se demander est-ce que la vie a pu apparaître sur Mars. On voit bien que les conditions environnementales étaient certainement quand même plutôt pas mal pour faire apparaître la vie il y a 3,5 milliards d'années, mais voilà, comment rechercher de la vie fossile il y a 3,5 milliards d'années? Est-ce qu'on peut retrouver encore des choses aujourd'hui? Ça, c'est extrêmement compliqué, donc on verra naturellement la suite de cette exploration. Donc vous voyez, hein, l'exploration ne fait finalement que commencer. Aujourd'hui, on utilise des robots. J'espère évidemment qu'un jour, on ira sur Mars, que l'homme ira sur Mars pour aller non pas l'habiter ou la coloniser comme certains le souhaitent, mais surtout pour aller l'étudier, parce que voilà, cette planète mérite d'être comprise. Et puis, en étudiant la planète Mars, je vous l'ai dit, hein, vous avez accès à des terrains très anciens qui nous permettra évidemment, certainement, de mieux connaître notre planète Terre. Voilà, je vous remercie de votre attention, et du coup je pense que je vais avoir des questions par l'intermédiaire de Vincent. Donc merci encore à la SAB d'avoir organisé tout ça. Donc Vincent me dit on a déjà des questions, et donc je relirai la question et je répondrai bien sûr. Donc voilà Vincent qui est en train d'écrire. Et donc Eric Chariot, mais alors, ce continent, c'est le Gondwana martien. Alors, on pourrait dire cette Pangée martienne, c'est une bonne question en fait. Ce continent, c'est quand même une surprise. Euh, on, on ne sait pas encore. En fait, ce qui nous manque vraiment, c'est de pouvoir comprendre vraiment la minéralogie de ces roches. On a une surface qui est finalement assez basaltique. Qu'est-ce qui se passe en profondeur? Et donc aujourd'hui, c'est ce qui motive vraiment une thèse, hein. On n'est pas obligé d'imaginer que ce continent, c'est le résultat d'une tectonique des plaques horizontale avec l'accrétion de blocs. On peut l'imaginer, hein, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, tout est à faire sur vraiment la compréhension de ce continent. Alors, Vincent, est-ce qu'il me donne une nouvelle question? Alors, est-ce que c'était un continent entièrement entouré d'eau à l'époque? Ça, c'est une question très compliquée. En fait,
La dichotomie est amincie, donc imaginez-vous, effectivement, on a un continent qui est beaucoup plus haut que le reste. Donc on pourrait imaginer très bien que effectivement l'eau est montée jusqu'au niveau du continent et qu'on est un continent entouré d'eau. C'est quelque chose qui est totalement envisageable. Pour le démontrer, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, tout autour de ce continent, aujourd'hui, on a les terrains qui ont été modifiés par les impacts, etc. Et puis dans l'hémisphère nord, on avait certainement des océans tardifs qui ont aussi modifié. Donc à démontrer, c'est très compliqué, mais pourquoi pas, c'est une hypothèse complètement viable et on pourrait imaginer effectivement cette espèce de Pangée martienne entourée d'un océan très primitif. Pourquoi pas? Alors, l'écho est revenu, j'ai rien fait. J'ai rien fait, donc je ne sais pas. Je n'ai rien fait. C'est Monsieur YouTube. Alors, la propagation des vagues sont modélisées avec des modèles de propagation d'ondes ou des modèles fluides directement. Avec des modèles de propagation d'ondes ou des modèles fluides. En fait, ça va être des propagations d'ondes dans un océan d'eau liquide. Donc, on crée une cavité qu'on remplit et après, en fait, au moment on regarde en fait cette cavité qui est liée au cratère et on va regarder la propagation, la formation de l'onde qui va se propager liée à la formation de cet impact. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Valles Marineris fait-elle partie des vallées de débâcle? Alors, si je remonte ma carte générale, voilà. Vous voyez toujours là, hein, oui, j'avais appuyé. Du coup, Valles Marineris, non, ne fait pas partie des vallées de débâcle. Valles Marineris, c'est ce qu'on appelle en jargon géologique un graben, c'est un fossé d'effondrement. En fait, c'est un immense système de failles qui s'est formé lié à la formation du dôme de Tarsis. Au moment de la formation du dôme de Tarsis, vous allez avoir tout un système de failles radiales qui va se former et la Valles Marineris est ce système de failles le plus important en fait à la surface de la planète Mars. Donc ça ne fait pas partie des vallées des bacs, même si l'eau a coulé en grande partie. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé dans cette vallée. De quoi sont faites les zones noires de Mars et respectent-elles la dichotomie martienne? Alors ça c'est une bonne question, c'est ce qu'on a vu notamment là quand vous observez dans un télescope. En fait, je pense que j'ai cette image, voilà, non, voilà ici. En fait, là sur cette carte-là, ça résume bien ce que sont les zones noires. Les zones noires, ce sont toutes les zones violettes, bleues là que vous voyez sur cette carte. Les zones noires, ce sont les zones où il n'y a pas de poussière. Donc quand on regarde sur Mars dans un télescope et qu'on voit bien toutes ces zones noires qui ont été cartographiées depuis longtemps par Camille Flammarion et tout, hein, même par Fontana en 1636, hein, on voyait déjà ces zones noires. Donc depuis plus de 4 siècles, on voit qu'il y a des zones noires sur Mars. En fait, ces zones noires, ce sont tout simplement les roches les plus pures, entre guillemets, sans poussière, et ce sont les roches volcaniques. En fait, la planète Mars est la planète rouge, mais il faut bien se dire que la planète Mars, elle est rouge uniquement à certains endroits là où vous avez de la poussière. Si vous allez sur Mars, elle va être rouge vraiment sur le millimètre de surface. Si vous creusez un peu, eh bien la surface de Mars est noire. Elle est complètement volcanique, hein. Donc là où c'est noir, c'est là où vous avez les roches pas recouvertes de poussière. Et là où c'est rouge, c'est là où vous avez la poussière. Voilà. Et donc effectivement, est-ce que ça suit la dichotomie? Eh ben oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, vous le voyez ici, on voit cette limite globalement qui suit à peu près la dichotomie, mais il y a des zones quand même qui sont dans l'hémisphère sud qui sont aussi recouvertes de poussière. Donc on voit bien qu'il y a quand même un effet climatique où la poussière a eu du mal à atteindre finalement les terrains élevés, mais quand même à certains endroits, eh bien, ça a recouvert un petit peu et ça ne suit pas exactement la limite de la dichotomie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'évolution future de Mars?
Oui, on pourrait avoir une idée, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on voit pas ce qui ferait revenir une atmosphère. Donc, l'évolution de Mars, elle n'est pas ultra complexe, on pense. A priori, il y a très peu de, il y a très peu d'érosion, même s'il y a quelques écoulements. Les calottes glaciaires peuvent plus ou moins fondre, mais voilà, donc en gros, ce qu'il faut quand même réaliser, c'est qu'aujourd'hui, la planète Mars est quand même un peu en stand-by depuis 3 milliards d'années, qu'il se passe des petites choses de ci, de là, mais il ne se passera pas des choses fondamentales, même si quand même, vous allez avoir quand même des variations de la planète, des variations d'obliquité, et cette variation d'obliquité, hein, je vous rappelle, l'obliquité de la planète Mars, elle est à peu près comme sur Terre, d'à peu près 25 degrés. Sur Terre, l'obliquité terrestre, elle est bloquée sur une valeur à plus ou moins 1 degré parce qu'on a la Lune qui stabilise la planète Terre sur son orbite. Sur Mars, en fait, l'obliquité n'est pas stabilisée, donc vous allez avoir des véritables variations d'obliquité qui peuvent aller de 15 à 35 degrés. Et du coup, ces variations d'obliquité vont causer la formation de dépôts glaciaires à différents endroits. Donc ça, c'est la formation de ces dépôts glaciaires peuvent être entraînés des modifications et la présence d'érosion à différents endroits. Donc ça risque d'évoluer au cours du temps, notamment lié à ces variations d'obliquité. Claude René Broutard, comment décrit la photo présentée en début de conférence? Je suppose que on parle de celle-là, je suppose. Hein, ça doit être ça. Donc cette image, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'image de Mars qu'on pourrait se faire autour de 3,7 milliards d'années avant le basculement. Vous voyez que en gris, vous avez là dans le quartier en haut à droite, vous avez des volcans qui sont en train de se former, le dôme de Tarsis qui est en train de se former. Et, euh, et du coup, vous allez avoir, en même temps que la formation de ce dôme de Tarsis, la présence eh bien de glace sur une bande tropicale qui va être à l'origine des glaciers, à l'origine des rivières martiennes. Après, il y a quelque chose qui n'est pas forcément réaliste sur cette image, c'est cette couleur rougeâtre qu'on a voulu donner pour montrer que c'était la planète Mars, mais à cette époque-là, la surface était certainement toute noire, toute volcanique en fait, et la couleur rouge, hein, encore une fois, c'est lié à l'oxydation du fer dans les roches martiennes, lié à l'oxydation à l'oxygène dans l'atmosphère. Et donc, en fait, à cette époque-là, il ne devait pas y avoir de roches rouges. Hein. Donc, on devait avoir une planète quasiment complètement sombre. Alors, Vianney Pétiot, les ondes seraient propagées uniquement via collision avec des corps étrangers ou il se peut qu'il y ait un mouvement tectonique qui le crée? C'est une bonne question, c'est une question qu'on se pose. Euh, En fait, aujourd'hui, évidemment, là, les impacts font que quand même, on est sur la propagation des ondes quand même. Voilà, ça reste quand même des événements qui sont bien plus brutales qu'un tsunami, hein, lié à des failles. Hein, on le voit bien sur Terre. Bon, bah, si on prend l'exemple, par exemple, du séisme de Sumatra en 2004, on avait une vague de 20 mètres de haut. Quand on parle de tsunamis liés à des impacts, là on va parler plutôt sur des vagues qui vont peut-être mesurer 100-200 mètres de haut, donc on est sur une autre échelle. Par contre, vous avez totalement raison, c'est que il y a dû avoir des tsunamis qui ont été créés par des failles, mais aussi par ces fameuses vallées de débâcle. Quand vous avez autant d'eau qui arrive dans un océan, ça va faire des ondes aussi. Donc oui, il y a dû avoir un maximum de tsunamis, mais les tsunamis, évidemment, plus ils sont petits, plus leurs traces vont être difficiles à être détectées. Alors, Richard Millière, question. Encore un espoir pour des traces fossiles d'organismes primitifs martiens ayant pu se développer sur quelques centaines de millions d'années. Alors moi, je ne suis pas biologiste, hein, donc je ne suis pas ultra calé. Quand je discute avec mes collègues qui travaillent sur le sujet, ils disent que c'est très compliqué. Ils ne savent pas forcément comment trouver la vie, même sur Terre. C'est-à-dire que quand on cherche de la vie fossile qui a 3 milliards d'années, sur Terre, c'est déjà très compliqué de pouvoir le montrer. Vous connaissez certainement les fameuses stromatolites, là, les algues vertes qui sont formées il y a 3,5 milliards d'années, qui forment ces espèces de dômes en champignons, là, liés à l'accumulation de petites algues. Ça, c'est ce qu'on considère être les premiers organismes sur Terre qui auraient pu apparaître à la surface de Mars.
mais aller trouver des stromatolites sur Mars, bah, c'est pas si simple. Et donc, oui, il y a un espoir, hein, évidemment, sinon on n'enverrait pas toutes ces missions sur Mars, mais c'est compliqué. Alors, Frédéric Veit, les deux satellites n'en auraient-ils formé qu'un? Cet unique satellite n'aurait-il pas été la source du champ magnétique martien? La rupture de satellite pourrait-elle expliquer le changement de plan? Alors, les deux satellites, n'en aurait-il formé qu'un? Cette unité n'aurait... Alors, premièrement, l'origine des satellites martiens, c'est encore quelque chose qui est très débattu, hein, c'est-à-dire que certains pensent qu'effectivement, c'est suite à un impact géant à la surface de Mars. On a vu tout à l'heure, hein, sur cette carte, non seulement il y a des bassins comme Hélas, mais par exemple, il y a un énorme bassin qui s'appelle Utopia. Et Utopia, en fait, pourrait être à l'origine d'éjections de matière autour de la planète Mars et être à l'origine de la formation des satellites. Si les satellites se sont formés, enfin, et les impacts géants, la date des derniers gros impacts, hein, on est sur Hélas, on est autour de 4 milliards d'années. Donc, vous voyez que, bah, notamment, l'arrêt du champ magnétique, on est bien plus tard par rapport à la formation de ces bassins d'impact. A priori, l'arrêt du champ magnétique n'est pas lié aux impacts et pas lié aux satellites. Et donc, effectivement, hein, le changement de plan, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que vous appelez le changement de plan. Si vous parlez du basculement, encore une fois, là, on parlait de dôme de Tarsis. Mais donc voilà, donc les satellites, eux, c'est vraiment deux crevettes qui orbitent autour de la planète Mars. Il n'y a pas eu une folle conséquence sur l'évolution de la planète Mars. Isabelle Farsi, qui avait-il au centre pour créer le champ magnétique et comment a-t-il disparu? Quel historique? Alors ça, c'est une question très compliquée. Je suis pas géophysicien à fond là, notamment sur le magnétisme. Euh, L'origine même du champ magnétique, déjà sur Terre, est extrêmement mal compris. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, on vous dit que le champ magnétique terrestre, il est lié à l'effet dynamo sur le noyau, etc. Mais en fait, il n'y a pas que l'effet dynamo qui crée un champ magnétique. Donc, et on parle notamment le champ magnétique terrestre originel n'est peut-être pas lié à cet effet dynamo du noyau externe liquide. Et donc, au moment où je vous dis ça, si vous vous doutez bien, si c'est compliqué sur Terre, c'est encore plus compliqué sur Mars. C'est-à-dire que comprendre, il y a des modèles, hein, il y a des choses qui existent, évidemment. Peut-être, voilà, certaines hypothèses annoncent éventuellement la présence d'un noyau liquide au centre de Mars, mais c'est extrêmement compliqué. Comment a-t-il disparu? Justement, une des hypothèses, moi j'avais proposé ça comme hypothèse à un de mes collègues à modéliser, c'était que le basculement dont je vous ai parlé tout à l'heure eh bien, puisse avoir modifié le champ magnétique. Ça pourrait être une solution, mais alors là, voilà, pour le démontrer, c'est très compliqué. Donc encore une fois, il y a des choses qui sont difficiles à démontrer. Alors, Marc Bergeret, des mouvements tectoniques n'auraient pas présenté des signes d'activité volcanique sur la planète complète de la planète, notamment sous l'eau avec la création de pilolava et autres. Alors, attention, hein. Des mouvements tectoniques, la tectonique ne veut pas dire forcément tectonique des plaques. C'est-à-dire que nous, on est dans un modèle terrestre où on connaît la tectonique des plaques, où il y a la divergence au niveau des dorsales médio-océaniques et vous formez effectivement des pilolavas, et puis des zones de convergence avec les zones de subduction et les zones de collision et la chaîne de montagne. Cette tectonique des plaques, a priori, n'est pas visible sur la planète Mars. Donc, encore une fois, la tectonique des plaques avec les pilolavas, etc., on la connaît certainement sur Terre depuis 3 milliards d'années. Mais avant 3 milliards d'années, eh bien, il n'y avait certainement pas de tectonique des plaques sur Terre. Et il n'y en avait peut-être pas sur Mars non plus, certainement pas sur Mars. La tectonique, mouvement tectonique, c'est des mouvements c'est des mouvements
de la croûte qui ne sont pas forcément une tectonique des plaques, mais ça peut être, imaginez-vous, vous pouvez former des mouvements, par exemple, par chauffage, où vous allez, ou par contraste de densité. Si vous avez une couche à la surface plus dense et par rapport à croûte, une base de croûte moins dense, bah, vous allez avoir des échanges, des mouvements tectoniques qui ne seront pas de la tectonique des plaques. Et ça, par exemple, sur Terre, c'est effectivement un phénomène qu'on appelle la saxduction, des phénomènes tectoniques très primitives qu'on décrit dans la croûte primitive terrestre et qui pourrait être quelque chose qui existe sur Mars. Donc quand je dis de la tectonique sur Mars, hein, et notamment la formation du bloc crustal, encore une fois, on n'est pas obligé de penser à l'accumulation de continents et encore moins donc d'activités volcaniques ou la création de pilolava. Et donc effectivement, on n'a pour l'instant jamais observé de pilolava sur Mars. Jean-Jacques Vajrignac, excusez-moi pour le nom, a-t-on essayé d'évaluer la quantité d'eau à l'origine sur Mars? Alors, il y a des modèles qui essayent effectivement, hein, à partir notamment, qui ont fait des modèles sur la quantité dans les océans, puisque voilà, hein, je vous ai parlé d'océans tardifs, mais il y avait aussi tout l'hémisphère nord était certainement recouvert d'un océan. Donc, on a des volumes d'eau, que ça soit sur la surface ou dans l'atmosphère, il y a des modèles. On sait qu'effectivement, à une époque, il y avait beaucoup d'eau, certainement. À l'époque, il y avait aussi une atmosphère beaucoup plus importante en CO2, hein, comme notre atmosphère terrestre au tout début. Donc oui, l'évaluation, elle se fait. Après, évidemment, encore une fois, c'est très compliqué puisque on a cette évolution géologique et quand est-ce qu'on parle d'évolution? L'eau a pu être beaucoup plus importante il y a 4,2 milliards d'années, par exemple, et on n'a plus du tout la trace. Ce qu'il faut bien que vous réalisiez, c'est quand on observe la surface de Mars aujourd'hui, on observe les dernières traces où l'eau a coulé. Mais en fait, si l'eau a arrêté de couler autour de 3,5 milliards d'années, bah, retrouver les traces des écoulements d'eau il y a 4,2 milliards d'années, c'est impossible parce que bah, l'eau, il y a eu de l'érosion et tout a été gommé. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué à retracer et donc du coup, difficile à évoluer. Chérine Gloton, la présence de ces zones d'eau a-t-elle créé une météorologie spécifique à cette époque, un peu comme sur Terre? euh, je ne sais pas ce que vous appelez météorologie spécifique, c'est-à-dire que on est dans un modèle où, encore une fois, hein, tout ça reste à prendre à des pincettes. Les modèles climatiques vont montrer quand même que le climat peut varier avec des températures très variables, allant du chaud au froid, ou glacé. Donc on va forcément avoir une évolution climatique qui va évoluer au cours du temps. Quelque chose qui est encore assez mal étudié, c'est par exemple l'impact du dôme volcanique de Tarsis sur le climat. Vous le savez très bien sur Terre, quand vous avez une éruption volcanique très importante, eh bien vous allez avoir un réchauffement climatique et du coup vous allez forcément avoir un impact aussi sur les précipitations, etc. Donc encore une fois, le climat martien, on ne peut pas le réduire à un moment donné, bam, il pleuvait. Il va y avoir certainement des moments où il va avoir fait très très froid, où la planète Mars était complètement gelée, d'autres où il faisait plus chaud, vous aviez de l'eau liquide, des lacs, des glaciers. Et donc évidemment, voilà, à nous d'essayer de retracer tout ça, mais ça reste très complexe. Alors, j'ai perdu là. J'ai perdu Vincent. Hop là. Alors, Vincent, du coup, on va passer à quelques questions sur les voyages vers Mars. Ah, alors bon, c'est moins mon truc, hein, faut l'avouer. Quels sont les principaux freins d'un voyage humain sur Mars? J'espère qu'on va envoyer beaucoup de robots sur Mars. Les robots sont l'avenir des voyages spatiaux. Alors, premièrement, donc DCB 2305. Les principaux freins d'un voyage humain sur Mars. Je dirais que les principaux freins, c'est déjà que c'est loin. Du coup, comme c'est loin, il faut du temps. Et donc, effectivement, pour l'instant, on ne sait même pas si l'homme est capable de voyager aussi loin de la planète Terre pendant 3 ans. Donc ça, c'est quand même une première chose. On n'a pas encore le vaisseau qui permet de voyager aussi longtemps et notamment d'être privé de gravité, de voyager autant. Voilà, un homme qui arrive 7 mois sans muscles, etc., sur Mars, qui est plus capable de marcher, c'est un peu gênant pour faire de l'exploration.
Ensuite, on a évidemment le vent solaire, qui est quand même pas très bon pour la santé, hein. Donc, être exposé au vent solaire pendant plusieurs mois, c'est quand même pas top. Et puis après, il y a plein d'autres freins, c'est-à-dire que une fois là-bas, bah, qu'est-ce que vous faites? Comment vous apportez de l'eau sur Mars en grande quantité? Comment vous vivez? Tout ça, c'est quand même énormément de questions. Elon Musk est super parce que, enfin, super, attention, il met un coup de pied dans la fourmilière et effectivement, c'est un grand rêveur. D'ailleurs, il devait y avoir un test ce soir là, de sa nouvelle fusée. Euh, il fait bouger les choses. Est-ce que vraiment sa vision est possible? Moi, je trouve que c'est un peu utopique tout ça. Honnêtement, envoyer des millions de gens sur Mars, je ne vois pas aujourd'hui comment on peut faire ça. J'y crois pas du tout à la colonisation. Moi, de mon côté, hein, je crois pas du tout à la colonisation. Quand je parle colonisation, je parle millions de personnes sur Mars. Je crois par contre à l'exploration et j'espère effectivement que d'ici 10 ans, on aura un petit groupe d'humains qui sera allé se balader. Domso dit: j'espère qu'on va envoyer beaucoup de robots sur Mars. Les robots sont l'avenir des voyages spatiaux. Certes, les robots peuvent aider, mais de mon point de vue, bah, vous le voyez, avec tous les robots qu'on a envoyés sur Mars pour l'instant, ils sont quand même pas ultra efficaces pour explorer et comprendre. Rien ne vaut quand même un mec avec un marteau qui va aller se balader et qui va être capable de choisir les roches très rapidement. Vous voyez les vitesses de déplacement de ces robots, c'est quand même pas incroyable. Et si vraiment on veut avancer sur l'exploration géologique de la planète Mars, il va falloir être capable de l'explorer et de pouvoir rouler, de pouvoir aller faire quand même plus de quelques dizaines de kilomètres. Donc, euh, donc les robots, oui. Les robots pour aider les humains, ça sera indispensable. Pour construire des maisons, pour construire tout ça, on va avoir besoin de robots sur les surfaces planétaires. Par contre, que des robots pour explorer une surface, j'y crois pas du tout. Encore une fois, si on connaît la planète Terre aujourd'hui telle qu'on la connaît, c'est uniquement grâce à l'exploration humaine parce qu'on est allé dans tous les coins du monde. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est unique. Donc, si vraiment on veut comprendre la planète Mars, il va falloir effectivement s'y rendre et aller un peu parcourir le globe. La superficie de la surface martienne correspond à la superficie des continents terrestres. Donc vous voyez que y a de quoi faire, hein, il y a de la surface à explorer. Imaginez-vous, vous rajoutez toute la superficie des continents, bah, c'est la superficie des terrains martiens. Donc il y a de quoi couvrir et on en a pour des siècles avant d'explorer toute la planète Mars. Les planètes rocheuses de taille à peu près similaire présentent-elles un schéma d'évolution du même type? Oui, à peu près, effectivement. Au niveau de l'accrétion des planètes, que ça soit Mercure, Vénus, la Terre, Mars, on est sur des modèles assez proches sur l'accrétion. Après, il va y avoir du matériel qui va être un peu différent parce que lié à la proximité du Soleil ou un peu plus éloigné. Donc dans les modèles dynamiques, les planètes vont être le résultat de l'accrétion de tout ce disque d'accrétion qui existait jusqu'à la ceinture d'astéroïdes. Et donc effectivement, l'accrétion des différentes planètes suivent à peu près un modèle. Selon la taille, on va être sur une accrétion qui va durer de 50 à peu près à 100 millions d'années. Géraldine Louki, sait-on si ces océans martiens étaient comme sur Terre des étendues d'eau salée? Ah, ça c'est une très bonne question. C'est ce qu'on est en train de se demander. Euh, en fait, effectivement, par exemple, on est en train de se dire que par exemple, s'il fait très très froid sur Mars, en fait, quand même, autour de 3 milliards d'années, on se dit avec les températures qu'il pouvait faire très gelées, on voit pas comment on pourrait avoir un océan d'eau liquide. Et en fait, la seule solution d'avoir un eau liquide sous un climat froid, c'est de mettre beaucoup de sel dans l'océan. Donc aujourd'hui, la réponse est on ne sait pas. Mais par contre, ça pourrait quand même, un océan d'eau salée pourrait être une véritable explication pour expliquer un océan d'eau liquide malgré un climat froid. Donc ça, c'est vraiment des hypothèses sur lesquelles on travaille, que ça soit pour le climat, pour les modèles
ou même pour quand il y a des modèles de propagation pour la formation des tsunamis, bah, il y a effectivement on essaye de mettre de l'eau salée. Donc, donc oui, après l'eau salée, hein, c'est le lessivage des continents, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit pas salée. Enfin, en tout cas, il y a une probabilité non nulle quand même que l'eau ait été salée. DCB 2305, d'où et comment viennent les météorites martiennes? Alors les météorites martiennes, hein, j'en ai montré un petit peu tout à l'heure en photo. Les météorites martiennes les plus connues, hein, c'est ce qu'on appelle les shergottites, les naclites et les chasinites. Les SNC, ce sont des météorites qui ont été arrachés par des impacts en fait. C'est-à-dire que vous avez eu des impacts il n'y a pas si longtemps que ça en fait à la surface de Mars. On arrive à estimer à peu près l'âge d'arrachement des météorites à la surface de Mars. Et donc la plupart des météorites ont été arrachés il y a quelques millions d'années. Et donc en fait, imaginez-vous, vous avez un impact à la surface de Mars, les éjectats s'en vont dans l'espace, et ce sont ces éjectats qui vont faire le voyage Mars-Terre, et il va y avoir quelques fragments qui vont arriver sur Terre. Donc ce sont ces météorites-là qui vont ressembler un peu à nos basaltes gabbro-terrestres. Et il y a eu récemment une découverte, une météorite qui s'appelle Black Beauty, qui est tout à fait unique en son genre, qui est, elle, une brèche avec des fragments de différents types, etc. Et donc ça, c'est la météorite vraiment la plus sexy qui existe sur Mars et qui montre certainement des indices, des morceaux de roche qui se sont formés il y a plus de 4 milliards d'années sur Mars. Donc on va avoir véritablement des surprises encore en étudiant, en étudiant ces météorites. Alors, Vincent est en train d'écrire. Moi. Eh ben voilà, Vincent, il a une petite question. De quand datent les dernières éruptions volcaniques martiennes? J'avais vu passer des articles sur des éruptions récentes de 10 millions d'années, je crois. Alors oui, t'as raison, Vincent, c'est que il y a certaines études qui parlent voilà, d'éruptions volcaniques de quelques dizaines de millions d'années, quelques centaines de millions d'années, ce qui reste récent à l'échelle martienne. Pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas eu... on n'a jamais détecté d'éruption vraiment récente. Mais 10 millions d'années à l'échelle martienne, c'est effectivement très récent. Il faut quand même savoir réaliser que les datations des terrains très récents sont très incertaines, hein. Euh, on n'a pas les moyens de dater in situ les roches. Ça, il faut vraiment que vous ayez ça à l'esprit. C'est que tous les âges que je vous ai donnés, on n'a jamais été capable de dater les roches sur place. On n'a pas les instruments pour ça. Donc, autant les météorites martiennes que vous voyez là, elles sont arrivées sur Terre, donc on peut les dater dans nos laboratoires. Par contre, les roches, nos robots qui vont sur Mars ne sont pas capables de dater les roches. Donc, qui parlait d'écoulement à sec avec de la glace d'eau en profondeur qui vaporiserait, qui ferait des petits geysers et qui à ce moment-là déstabiliserait des grains et qui ferait effectivement des gueulises. D'autres parlent d'effets, en fait, il y a des effets physiques où quand vous chauffez quand vous chauffez un terrain et que vous arrêtez de chauffer d'un coup, ou vice-versa, eh bien vous allez déstabiliser le sol. Donc en gros, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui parlent voilà, de glaces d'eau qui vont déstabiliser, d'autres juste des écoulements à sec liés à des différences de température, d'autres qui vont encore parler d'eau. Il y a eu ce débat avec la détection de perchlorate, ces fameux dépôts qui montreraient des espèces d'eau de javel là, mais ça a été vraiment remis en cause. Donc, dans ces fameux gueulises, il y a ces écoulements saisonniers, il y a un effet vraiment saisonnier lié à certainement voilà, au soleil, etc. Mais l'origine même, elle est encore discutée. Richard Millière, des métaux rares, précieux ou utiles à l'homme sur Mars, exploitation éventuellement exploitable dans le futur. En fait, il faut bien réaliser que sur Mars, en fait, quand même quelque part sur Terre, les métaux et les minerais précieux, etc., on le doit essentiellement, notamment à l'eau, à la présence de beaucoup d'eau et à la présence aussi de failles. Et donc sur Mars, en fait, on risque quand même d'avoir moins de tout ça. Il y en a peut-être un petit peu, mais ça reste quand même en beaucoup plus petite quantité que sur Terre. Donc ça ne sera pas voilà, la ruée vers Mars pour l'exploration. Il faut oublier ça, hein. Il y aura peut-être certaines choses
qui seront exploitables pour faire des carburants, pour avoir de l'eau, pour etc. Mais voilà, l'exploitation, la ruée vers l'or, j'y crois pas du tout et il n'y a pas de raison pour qu'il y ait tout ça, quoi. Alors, les falaises qui entourent le mont Olympe ont-elles un rapport avec le tsunami? C'est une bonne question et j'ai pas la réponse. Personne ne sait comment s'est formé ce rempart autour du mont Olympe. Et voilà, certains ont dit qu'il y avait un océan qui était monté aussi haut. On pourrait imaginer. Honnêtement, je n'ai aucune idée. C'est une question que je me pose régulièrement, mais pour l'instant, on n'a pas les questions. En fait, pourquoi alors pour les traces des tsunamis, j'y crois pas du tout. On est quand même très très haut, hein. Mais et puis le bourrelet, en fait, le bourrelet que vous voyez autour du mont Olympe, il fait quand même tout le tour, donc c'est difficilement explicable comme ça tout autour. Est-ce qu'il y avait un océan? Est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne sais pas. J'ai pas de réponse à donner ce soir. Voilà, je ne vois plus de questions. C'était vraiment super. Bah, merci à tous en tout cas. C'était très sympa. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Vous trouverez mon adresse email sans problème sur Internet. Et donc, effectivement, hein, la conférence sera visible en replay. Donc, n'hésitez pas à la réécouter. Et puis à suivre, évidemment, les conférences de la SAB, hein, n'hésitez pas. Et donc voilà, merci à tous. Donc bonne fin d'année, joyeuse fête. J'espère que voilà, tout ira mieux dans les prochains mois. Profitez pour observer. Voilà, il y a un magnifique rapprochement planétaire le 21 décembre. Le 21 décembre entre Jupiter et Saturne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater, hein. Voilà, si vous avez un petit télescope ou une paire de jumelles, ne ratez pas ce rapprochement planétaire le 21 décembre. C'est quelque chose de très rare, hein. À l'œil nu, vous ne verrez même plus la différence entre Jupiter et Saturne, hein. La distance au plus proche, c'est vraiment à 6 minutes d'arc, donc c'est vraiment tout petit. Donc profitez voilà, de cette période de Noël pour observer. Il y aura aussi les quadrantides début janvier, donc sortez, allez voir les étoiles filantes. Voilà, profitez un peu du ciel. Bonne fête à tous et puis à une prochaine. Merci.